Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous passez une bonne semaine, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de la série Moon Knight. Donc l'avant-dernier épisode déjà de la série. La semaine prochaine, on va avoir droit au 6e épisode, donc le dernier, plus la sortie de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, donc ça va être une journée bien remplie. Mais voilà, déjà on va s'intéresser à cet épisode 5. Alors, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu les reviews précédentes, l'épisode 4, je faisais partie de ceux qui avaient été quand même un petit peu déçus. Non pas que j'avais trouvé mauvais complètement, mais étant donné la hype qui nous avait été vendue par les critiques qui avaient pu voir l'épisode à l'avance, franchement, voilà, j'avais trouvé l'épisode assez moyen. J'attendais donc bien évidemment ce 5e épisode avec impatience, et je dois dire que je suis plutôt satisfait par ce 5e épisode. J'ai vraiment apprécié. Pour plusieurs raisons, on va y revenir. Mais déjà, alors, je tiens à dire, je pense que c'est un épisode qui va pas mal diviser. Pour une raison toute bête, c'est qu'effectivement c'est un épisode dans lequel on n'a pas de Moon Knight, ou plutôt on l'a pendant quelques secondes. Alors je précise déjà, bien évidemment, c'est full spoiler de A à Z, hein, qu'on soit clair là-dessus. Voilà, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, allez le voir d'abord, revenez après si vous voulez. Mais voilà, là on va vraiment spoiler tout le truc. Mais en tout cas donc, c'est vrai que c'est un épisode sans Moon Knight. Donc je comprends qu'il y a une partie du public qui va être déçue, qui va se dire je regarde une série de super-héros, c'est pour voir un super-héros. Ce que je comprends tout à fait, qui est tout à fait légitime. Après, bon on développera plus ensuite, mais personnellement, on est dans une époque où on a tellement de programmes de super-héros, avec des combats de CGI contre CGI, avec les mêmes formats, les mêmes tropes, les mêmes... Du coup, avoir... Là, c'est beaucoup de psychologie du personnage, et personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Quand c'est bien fait, quand c'est bien raconté. Et du coup, ouais, j'ai pas ce truc de manque de Moon Knight, dans le sens où d'une, déjà, on se doute bien que dans le dernier épisode, vous inquiétez pas, on va avoir du combat de CGI, y a pas de souci. Et... Moon Knight, c'est un perso, on est dans le MCU, donc c'est un perso qu'on va revoir, qu'on reverra par la suite, où on aura ces grosses scènes d'action et tout ça. Donc, je trouve que c'était important justement de développer le personnage. L'épisode 5, en l'occurrence, nous raconte justement des choses très importantes pour comprendre le personnage et sa psyché, son évolution. Donc, bah ouais, moi je suis pour, du moment que c'est bien raconté, donc honnêtement ça ne me dérange pas du tout. Alors, pour en venir à l'épisode en lui-même. Donc, on va voir différents points. Il n'y a pas vraiment de plan précis. J'ai quand même quelques notes. Mais voilà, on va voir quelques points que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressants. Alors, déjà, dès le début, on a cette intro un peu étrange qui, en fait, nous tease, du coup, ce qui va venir pendant l'épisode, avec une vue sur la grotte, la voix d'un petit garçon qui appelle à l'aide, une femme qui a l'air d'accuser quelqu'un de quelque chose, et tout ça on va le comprendre par la suite. On retourne sur le bureau d'Arrow. Alors ça c'est un des points intéressants. Du coup Arrow, le docteur Arrow en l'occurrence, pas le véritable Arrow, le vilain de la série, mais en tout cas le docteur Arrow, personnellement je pensais jusque-là qu'il fallait plutôt le considérer comme un opposant, comme un vilain. Or on comprend petit à petit dans cet épisode que non, au contraire il aide réellement l'évolution de Mark et de Steven dans le cheminement pour s'accepter eux-mêmes et pour s'accepter l'un l'autre. Et du coup j'ai trouvé ça assez intéressant ce contre-pied, d'autant plus par rapport aux comics où là du coup le psychologue était le docteur Amit, qui était en fait la déesse crocodile, et jusque là je pensais qu'il y aurait quelque chose un peu dans ces eaux là. Et non, du coup j'ai été pris à contre-pied là-dessus, c'est une des choses sur lesquelles je me suis trompé. Il y en a eu pas mal d'autres où j'ai eu raison, heureusement. Ça rassure un peu mon ego, mais là-dessus en tout cas je me suis trompé. Et du coup on voit vraiment que petit à petit c'est lui qui aide justement Mark et Steven à avoir le bon cheminement qui va les amener à pouvoir s'accepter. Donc ça déjà c'est un premier point que j'ai trouvé assez cool. Avec un petit détail que je trouve intéressant, il y a un moment quand Mark est dans le bureau d'Arrow où à la fin de l'entretien il lui dit, quand il se débat, il lui dit « Attention, vous allez relâcher quelque chose de très dangereux ». Et ça, je pense vraiment que c'est une référence à Jake, encore une fois. Je pense. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est la grosse référence à Jake
qu'on a pendant l'épisode. Alors on a le retour du coup à Taweret, cette déesse hippopotame dont on apprend que c'est la déesse des femmes et des enfants, qui, comme je l'avais dit, va servir surtout de moyen d'exposition. Elle est celle qui va d'une les raconter un peu où ils sont, qu'est-ce qui se passe, qui en plus va leur donner la clé pour avoir accès à sur le comment avoir accès à leurs souvenirs. Donc voilà, ça c'était sûr, elle avait clairement un rôle d'outil d'exposition. Mais bon, ce qui est normal, il en fallait un. Après le truc, de toute façon l'exposition est nécessaire. Après c'est trouver un moyen qui rende ça tout de même intéressant à suivre, où on n'ait pas l'impression de juste rester là planté, avoir 1 heure d'explication comme ça sur un tableau. Alors voilà, il s'est passé ça, il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça. Voilà, le but c'est de rendre ça, voilà, que ça reste dans l'entertainment, donc que ça reste quand même intéressant à suivre. Donc on apprend qu'ils sont dans la réalité de Duat, qui est l'outre-monde égyptien. Et là-dessus d'ailleurs, je vais me corriger, parce que c'était quelqu'un en commentaire, je crois, ou alors pendant le live de dimanche dernier, qui m'avait dit qu'ils étaient sur un bateau. Et j'avais dit non. Parce que, effectivement, le moment où le couloir bouge avec ces lumières qui bougent dans l'épisode précédent, c'était pas le fait du bateau, c'était vraiment le fait de la psychologie du personnage. Mais il s'avère qu'effectivement, ils sont sur un bateau, qui les emmène, du coup, vers vers l'étape suivante de l'outre-monde. Après, c'est un peu... Parce que du coup, le jugement se passe pendant le trajet. Si jamais ils sont jugés, si jamais il y a un déséquilibre du coup entre le cœur et la plume, de toute façon sur le chemin directement ils sont mis par-dessus bord et jetés dans le sable et du coup transformés en statues. Et sinon ils sont directement transportés vers cette espèce de paradis. Donc en fait le trajet en bateau, c'est pas comme par exemple sur le Styx où vraiment c'est passé d'une rive à l'autre. Là, c'est plus un trajet métaphorique, le temps que la décision soit réellement prise. Donc Taweret est effectivement celle qui va prendre leur cœur et le placer sur la balance, et étant donné le déséquilibre entre leur cœur et la plume, va leur expliquer que l'hôpital contient tous leurs souvenirs. Et on va voir effectivement que chaque chambre est un lieu où sont détenus certains de ses souvenirs. Et du coup, c'est assez intéressant comme manière du coup de représenter ça. Encore une fois, justement, dans ce truc d'éviter d'avoir quelque chose de beaucoup trop... de beaucoup trop chiant, en fait, on peut le dire, où ce soit juste, voilà, quelqu'un qui va expliquer tout le long, il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça, après il t'est arrivé ça. Là, du coup, on a un moyen assez didactique et assez intéressant visuellement de pouvoir apprendre ce qu'a été la vie de Mark, et donc de Steven. On entend aussi la voix d'un petit garçon qui appelle à l'aide, ça va revenir plus tard. Évidemment, on se doute déjà de qui doit être ce petit garçon, donc c'est la même voix que celle du tout début de l'épisode, on y reviendra. On arrive dans une pièce de gens qui contient des cadavres, donc assis aux différentes tables, et ce sont en fait toutes les personnes qui a tué Mark, sur la demande de Khonshu. Et on voit qu'il se rappelle de chacun d'eux, donc c'est quelqu'un qui n'est pas froid vis-à-vis des morts qu'il a infligés. Il se rappelle de chacun d'eux, il dit à chaque fois, donc, Dubaï, New York, il se rappelle de chacun. Il explique que c'est sur ordre de Khonshu, que c'était tous des criminels qui mettaient les voyageurs de la nuit en danger. Évidemment, Steven est assez choqué par ça. Le petit garçon réapparaît, Steven va le suivre, Mark tente de l'en empêcher parce que lui a déjà conscience de qui il est, de ce qui se passe, et ne veut pas que Steven ait accès à ces souvenirs-là. On va comprendre aussi pourquoi plus tard. Steven assiste à des souvenirs dans lesquels il voit sa mère, et découvre qu'en fait il a un frère, ce qu'il ne savait pas du tout. Et c'est là qu'on suit du coup cette partie de la backstory, où Mark et son frère vont décider d'aller jouer dans une grotte, mais il va se mettre à pleuvoir à torrent, ils vont se retrouver bloqués dans cette grotte, et hélas, le frère de Mark va mourir. Ce qui est du coup le déclencheur de tout ce qui va se passer ensuite, de tous les malheurs de Mark enfant et de sa famille. Déjà, quand on voit la grotte, on se rend compte qu'il y a déjà un jeu sur Dr. Grant. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais en tout cas, il y a déjà ce jeu sur un personnage Dr. Grant et sur l'accent anglais qui va avec. Et ça, on va le comprendre aussi un peu plus tard.
Mais du coup voilà, on voit que ça se passe mal dans la grotte. Steven, qui est témoin de tout ça, essaie d'intervenir, mais évidemment c'est des souvenirs, il peut pas. Et donc Mark arrive dans un autre souvenir, c'est celui de la veillée funéraire du coup de son frère. Il retrouve Steven, qui est présent aussi, qui assiste à ce souvenir. On voit le petit garçon, donc le petit Mark, qui arrive aux escaliers, et sa mère qui le tient totalement responsable de ce qui s'est passé, qui va se mettre à crier sur lui, à l'accuser très clairement. Le petit garçon remonte en courant, Steven va le suivre, mais Mark le suit et fait tout pour l'empêcher de voir ce qui se passe dans la chambre, de voir le souvenir suivant, la grippe et le retient d'aller voir ça. Ce qui du coup, et ça c'est intéressant vraiment ce truc de réalisation où on passe comme ça d'un souvenir à l'autre, du coup c'est fait de manière assez rapide, ça nous permet de vite comprendre les différents passages de la vie de Mark et de Steven. Et donc là on se retrouve directement, quand il le tire, on se retrouve directement en Égypte, et on se retrouve sur les lieux, du coup on retrouve là complètement la backstory des comics, on se retrouve sur les lieux où a été tué le père de Leila, donc ce groupe archéologique, et ça, comme je le disais depuis longtemps, de toute façon, évidemment, il fallait ce moment de flashback où on voit cette scène et où Mark apprenne la vérité, comprenne que Steven n'était pas responsable de ce qui s'est passé. Donc, alors c'est dommage. Du coup, ça réfute la théorie de Jake qui aurait été responsable de la mort de ces personnes, et non pas Bushman comme dans les comics. C'était une idée qu'on m'avait proposée, Soso entre autres, et d'autres dans les commentaires, que je trouvais ultra intéressante. Mais du coup, il s'avère que non. On garde donc la version Bushman, comme dans les comics. Donc certainement un personnage qui apparaîtra plus tard. C'est lui qui a commis tous ces meurtres. Mark a essayé d'en empêcher, a été laissé pour mort, a pu ramper jusqu'au temple de Khonshu qu'on voit donc là effectivement, a rampé jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la statue. Il allait se tirer une balle dans la tête, mais certainement à cause de la souffrance, il savait qu'il allait mourir, en plus à cause des remords, tout ça mélangé, mais Khonshu se met à lui parler, et donc lui propose ce contrat de le ramener à la vie, enfin de le soigner, et de faire de lui son avatar sur Terre, pour qu'il accomplisse l'œuvre de Khonshu en chassant les criminels qui ne pouvaient pas être repentis. Et c'est à ce moment-là que Steven, du coup, ressent vraiment de l'empathie pour Mark et comprend à quel point il a été utilisé par Khonshu. Ce que Mark réfute, parce que quelque part, pour lui, à cause de cette culpabilité, il se dit, mais non, mais en même temps, c'est ce que je méritais, et puis quelque part, c'est moi qui ai cherché à rester ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire un tueur, juste un tueur. Mais Steven va vraiment à ce moment-là, éprouver une grosse empathie vis-à-vis de Mark, et je trouve ça plutôt bien fait. Et vraiment, alors un truc à dire sur cet épisode, c'est une très belle démonstration des talents d'acting d'Oscar Isaac, qui offre vraiment un superbe travail sur les deux personnalités, sur un panel d'émotions, une amplitude d'émotions de chacun des personnages, avec chacun leur façon à eux de réagir aux différents événements. Et vraiment là-dessus, chapeau à Oscar Isaac qui vraiment accomplit un superbe travail d'acting, je trouve. Alors, à partir de là, Mark et Steven vont retourner sur le pont du bateau. Et là, ils voient du coup des âmes qui arrivent en accéléré. Du coup, la déesse hippopotame est surprise et dit que ça n'est jamais arrivé. Donc, je me demande, est-ce que ça veut dire que Arrow, à ce moment-là, a déjà libéré Amit, et c'est son jugement qui commence du coup sur Terre? Est-ce que c'est juste Arrow qui, lui, déjà avant de libérer Amit, commence déjà à tuer encore plus de gens? Mais du coup, je pense que ça veut dire qu'Amit a été libéré, à mon avis. Mais du coup, ça va être intéressant à voir. On en arrive à ce qui était très prévisible, que j'avais prévu depuis longtemps, mais qui était très prévisible de toute façon de base, c'est-à-dire Steven et Mark qui se mettent d'accord, qui d'une, eux, sont prêts à faire équipe, de deux, prennent conscience qu'ils ont besoin de Khonshu pour arrêter Arrow, et Amit, sinon ils n'y arriveront pas. Et, comme je l'avais dit, alors je pensais que ça se passerait pendant cet épisode-là, mais pareil, c'est ce que j'avais prévu aussi. Du coup, demande à la déesse d'envoyer un message à Leila pour que ce soit elle qui récupère la statue de Khonshu et le libère,
Parce que comme dit la déesse, si jamais elle les ramène à la vie maintenant, de toute façon, ils sont dans un corps qui s'est fait cridler de balles, donc ça servira à rien. Donc voilà, ils ont besoin de Khonshu pour récupérer leur pouvoir de guérison, afin que ça serve à quelque chose d'être ramené dans leur corps. Donc effectivement, c'est Layla qui va vivre cette partie de l'aventure, de devoir libérer Khonshu. Par rapport à Layla, j'en parle maintenant, mais un truc que je trouve intéressant, c'est qu'elle n'est pas témoin, et donc n'est pas au courant de ce qu'a vu Steven sur ce qui s'est vraiment passé la nuit de la mort de son père. Donc, ça laisse toujours en suspens la théorie selon laquelle elle pourrait devenir un vilain justement à cause de ça. Elle peut toujours devenir le Scarlet Scarab, parce que elle, contrairement à Steven, ne connaît pas la vérité encore sur ce qui s'est passé, et donc perçoit encore Mark comme un acteur de la mort de son père. En tout cas, un acteur beaucoup plus, beaucoup plus responsable. Et donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est possible qu'elle... Parce que même s'il y a cet antagonisme-là, elle va libérer Khonshu parce que il y a beaucoup de morts qui sont en train de se produire. C'est pas une méchante à proprement parler, bien au contraire. Et donc, elle va vouloir aider à sauver les masses de gens qui vont se faire tuer si elle le fait pas. Mais son antagonisme vis-à-vis de Mark, lui, pour l'instant, reste présent, à moins que quelque chose se passe. Donc voilà, ça, je trouvais ça ce point intéressant. Et pour en arriver à un véritable équilibre sur la balance, Steven veut absolument retourner dans la chambre que Mark l'a empêché de voir. Ce qui terrifie totalement Mark. On voit qu'il pète un plomb. Et d'ailleurs, c'est l'image qu'on voyait dans les trailers de lui en train de se remuer comme ça, et de crier. Et on voit que vraiment on voit que c'est le souvenir traumatique par excellence, et que celui-là, il veut absolument pas en arriver à le revivre. Et là, on retourne dans le bureau d'Arrow, et comme je disais tout à l'heure, justement, c'est lui, le Dr Arrow, qui va demander à Mark de s'ouvrir à Steven. Et donc, on voit que vraiment, en fait, non, c'est pas d'antagonisme. C'est... voilà, il va aider aussi, justement, il va l'aider à faire la paix avec lui-même. Retour dans cette fameuse chambre, et donc on entend sa mère qui tambourine à la porte, qui insiste. Mark qui est assis par terre, qui essaie de se convaincre que c'est pas sa mère, que c'est pas en train d'arriver. Et on le voit, qui devient Steven. Totalement. Et donc il semblerait que c'est la première fois que ça arrive. Chambre dans laquelle, en plus, on voit justement un poster de Tomb Buster, qui est donc vraiment un film qu'il a regardé enfant, ce qui explique le jeu auquel il joue avec son frère, où il s'appelait Dr Grant. Ce qui est marrant aussi, si on regarde bien, on voit une balance en bois dans sa chambre. Donc voilà, petite easter egg en plus, il y a une balance en bois sur un meuble derrière lui. Et donc, on comprend que voilà, et il commence à parler avec cet accent, et on commence à comprendre que Steven est vraiment la personnalité qui lui a servi à oublier ce qui vivait chez lui. Surtout quand on voit sa mère rentrer, on voit qu'elle commence à lui crier dessus, qu'elle prend une ceinture et voilà, qu'elle s'apprête à le battre, ce qui est absolument horrible, évidemment. Et donc c'est le moment où Steven découvre qu'il est la création de Mark, qu'il n'est pas un être réel, mais qu'il est sa bouée de sauvetage, qu'il est son échappatoire pour oublier tous les malheurs qui arrivent autour de lui. Mais c'est aussi le moment dans l'échange qui s'ensuit avec Mark, où Steven va apprendre que sa mère est morte. Pareil, ce qu'on présageait évidemment depuis longtemps. C'était, voilà, on était beaucoup à l'avoir vu venir, mais effectivement, du coup, il apprend que sa mère est décédée, ce qui, lui, va le faire complètement craquer. Et cette fois, c'est lui qui va apparaître dans le bureau d'Arrow. Et encore une fois, c'est ce qui va permettre à Steven, qui au début ne veut pas l'entendre, ne veut pas l'accepter, mais Arrow qui va proposer d'appeler sa mère au téléphone, ce qui fait que c'est un clin d'œil justement au moment où Steven, au début de la saison, l'appelait justement régulièrement. Sauf que là, Steven va le regarder et lui dire non, je le sais, elle est morte. Et ça va donc amener Steven à accepter une fois pour toutes le fait que sa mère est réellement décédée. De là, on se retrouve devant la veillée, où on voit Mark dans la rue, du coup, qui ne veut pas rentrer dans la maison avec une flasque de whisky.
Alors, on m'a demandé si c'était Jack à ce moment-là, parce que la bouteille de whisky, tout ça. Mais non, en fait, c'est Mark. Et au début, quand il disait qu'il se rappelait... Parce qu'il y a un moment, on avait déjà vu cette rue au début. Et pareil, j'avais pensé que ça pourrait être Jack, parce que, en plus, dans le fond, il y avait un taxi, donc ça aurait pu être un petit easter egg. Sauf qu'en fait, c'est juste qu'au départ, il lui dit non, qu'il se rappelle pas, que c'est une rue comme une autre. Tout simplement parce qu'il sait que c'est le moment de la mort de sa mère. Et que justement, Steven représente tellement ce côté de lui qui doit ne pas être conscient de tous ces malheurs-là, qui ne veut pas lui en parler, qui veut pas lui dire. Et c'est pour ça qu'il lui dit qu'il se rappelle pas de ce moment-là. C'est juste parce que il veut pas que Steven se rapproche de quelque manière que soit de la connaissance de toute la partie sombre de la vie de Mark. Parce qu'il doit jouer ce rôle d'échappatoire. Et donc on voit Mark qui craque complètement, qui s'effondre dans la rue, et on découvre donc qu'il se retransforme en Steven. Et c'est le moment, donc il y a 2 mois avant le début des événements présents, c'est le moment où vraiment les deux personnalités ont commencé à... Déjà où Steven a repris le dessus, parce que comme on savait par Leila, ça n'arrivait pas avant. Du coup, il avait réussi à mettre cette personnalité en retrait, en tout cas pendant tout le temps de leur relation, mais certainement déjà avant. Mais voilà, c'est l'événement, la mort de la mère, qui du coup a réveillé ces troubles et qui a fait réémerger Steven. Et en plus, il appelle ça bleeding personalities, ce qui veut dire en plus les deux ont commencé à se superposer, pas totalement, mais en tout cas à déborder l'une sur l'autre. Et on a un moment assez touchant du coup où Steven va dire à Mark que c'est pas de sa faute, que la mort de son frère, c'était qu'un enfant et qu'il y est pour rien et voilà, il est pas responsable de ce qui s'est passé et que sa mère était en tort parce qu'elle souffrait, mais qu'en tout cas c'est pas lui le coupable. Et donc voilà, c'était ce moment qui devait arriver de toute façon des deux qui se rapprochent et qui enfin font la paix. Sauf que ils retournent sur le bateau. Les cœurs et les plumes ne sont toujours pas en équilibre. Ils sont donc attaqués par des sortes de fantômes, de zombies. Alors pour les vieux de la vieille, ça me rappelait quand Sirius s'est emporté dans la maison du cancer, justement dans l'autre monde, avec ses corses, avec ses bras qui sortent du sol, qui essayent d'attraper les gens. Et voilà, ça m'a vachement fait penser à ça sur le coup. Et donc, ils vont commencer à se battre. On voit Steven qui, enfin, et ça pareil, j'avais prévu, commence à comprendre que du coup, si Mark est capable de se défendre, lui aussi, forcément, doit l'être aussi. Donc, il agit pour aider Mark qui est en difficulté. Sauf que tout ça va amener à Steven qui va être jeté par-dessus bord et va lui se transformer en statue. Donc, la grande question, c'est reverra-t-on Steven? On voit Mark qui l'appelle, qui essaye de... Voilà, qui est attaché à lui, qui veut qu'il revienne sur le bateau, mais donc Steven se transforme en sorte de statue. Est-ce qu'on va le revoir? Je pense que oui. De quelle manière, je sais pas encore. Ou alors est-ce qu'ils vont nous faire le coup de vraiment mettre Steven de côté, et plus tard ça sera Jack, la personnalité qui sera là? J'ai du mal à le croire, je pense que non. Steven, on a passé trop de temps dessus, d'une manière ou d'une autre. Ils vont réussir à le faire revenir, peut-être certainement même grâce à la libération de Khonshu, qui du coup va pouvoir ramener les différentes personnalités, vu que Steven de toute façon fait totalement partie de Mark. En tout cas, donc voilà pour l'épisode. En tout cas, ouais, encore une fois, que j'ai vraiment apprécié personnellement. Je l'ai dit tout à l'heure, je comprends très bien le fait que ça puisse déplaire à certains, parce que du coup, on n'est pas sur un schéma super-héroïque où on a des scènes d'action et tout ça. Et du coup, là, c'est beaucoup d'exposition. Personnellement, j'aime ce côté... déjà, comme je disais, je commence à être un peu lassé du côté de toujours les mêmes structures. Donc, je trouve ça bien que ça change. Sachant qu'encore une fois, le 6e épisode, il y aura du combat et tout ça. On le sait de toute façon par les trailers qu'on a vus. Il y a des images qu'on n'a pas encore vues qui sont dans le 6e. Mais, voilà, je trouve dans le schéma des séries de super-héros, cette fois, on se rapproche plus de ce qu'on trouverait dans des comics indés,
que ce qu'on retrouve justement dans les séries les plus classiques de super-héros du Big Two, donc Marvel et DC. Et là, il y a un côté un peu plus comics indé, sur un côté psychologique, introspection du personnage. Et c'est loin de me déplaire. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, encore une fois, vraiment, je comprends totalement ceux qui vont critiquer négativement l'épisode. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. En plus, je trouve que la réal... bon, alors, il n'y a rien que j'ai trouvé vraiment extraordinaire dans la réal, mais elle reste quand même assez intéressante et elle sert le propos. Surtout dans la structure de la manière dont on passait d'un souvenir à l'autre. J'ai trouvé vraiment que c'était très fluide et qu'on se perdait pas et que c'était bien amené, justement, que ce soit en changeant de pièce, en passant un étage, par une chute. Enfin voilà, à chaque fois, les transitions entre souvenirs sont très bien amenées. Ah, alors, j'ai pas du tout parlé de son père. Alors, c'est assez anecdotique quand on regarde bien. Enfin, vraiment, tout comment dire, le focus est mis sur sa mère. Alors, le père a l'air de quelqu'un de bien, qui lui essaye de rattraper les choses, essaye d'être là pour son fils, mais voilà, n'arrive pas à faire face à la mère, il semblerait, et laisse quand même les choses se produire. Mais bon, voilà. On voit aussi, donc pour la première fois dans la série, qu'effectivement Marc est d'une famille juive. Alors je sais pas si là en l'occurrence le père est aussi rabbin, c'est pas vraiment dit à un moment, mais alors ça, tout à l'heure je disais veillée funéraire, ça doit pas être le terme du coup. Désolé, je connais pas le terme exact, mais voilà, donc on voit effectivement l'origine juive du personnage, donc c'est bien qu'ils aient gardé ça, c'est totalement comics accurate, donc tant mieux, c'est cool. Et puis en plus c'est bien, ça change. On n'a pas eu pour l'instant, je crois, de personnage ouvertement juif dans le MCU, je crois pas. On a aussi un personnage musulman qui arrive bientôt, donc voilà, je trouve ça cool qu'il y ait un peu de tout, enfin c'est un peu comme dans la vie, quoi. Et puis encore une fois, vraiment l'acting. Pour moi, cet épisode, vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est l'acting d'Oscar Isaac, qui est juste très très bon, qui est extrêmement bon. Enfin, on y croit, on se perd. À chaque fois qu'on voit le personnage, on sait directement à qui on a affaire. C'est hyper bien interprété, l'interprétation est profonde et arrive à amener toutes les émotions, tout un panel d'émotions que je trouve hyper riche. Donc voilà, pour moi, vraiment bon épisode. Impatient de voir le dernier, vraiment. De voir est-ce que la série va réussir l'atterrissage. Et puis, de toute façon, on en parlera dimanche, comme toujours, dans un live à 21h. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Comme d'hab, de toute façon, je répondrai à tout le monde. C'est l'occasion de pouvoir en discuter. Et puis voilà. Au revoir.